Bienvenue pour ce webinaire Les matinales du CLT avec un focus sur le lycée de Gignac. On vous propose donc du coup cet événement à l'initiative de l'UICB qui a été organisé par le CNDB et FIBOIS Occitanie avec le soutien du Codifab. Pour le bon déroulé de ce webinaire, on vous propose du coup de nous poser vos questions directement dans le chat. Vous avez une petite bulle sur le côté ou sur le bas de votre écran parce que voilà, on ne peut pas vous voir ni vous entendre, donc on pourra interagir via ce chat pendant tout le long du webinaire, mais également à la fin, on va avoir 10-15 minutes d'interaction tous ensemble. Pour vous présenter les intervenants du jour, donc nous avons le plaisir d'avoir Sarah Larossi, directrice générale du CNDB, Clément Quinault, responsable des affaires techniques au sein de l'UICB, Hugues No, prescripteur bois à l'interprofession FIBOIS Occitanie, Jean-Marc Pogé, expert construction bois au sein du CNDB, ainsi que Ludovic Arbeau, responsable construction territoire Est, donc chez ARAC Occitanie, puis Brigitte Hélin et Benjamin Pirani, architecte DPLG au sein de l'agence Hélin Sebag, architecte associé, puis Lucas Grimal, ingénieur structure au sein du BET Terrel, et puis on terminera avec Gilles Tourin, donc charpentier fondateur de l'entreprise Environnement Bois. Et je vais vous laisser tout de suite entre les mains de Sarah Larossi pour vous présenter le CNDB. Merci Amandine, bonjour à tous et à toutes, merci pour votre fidélité renouvelée. Je vois que nous sommes déjà 215 participants en ligne et que vous continuez à arriver, donc merci. Donc on continue avec vous, à vos côtés, cette série de webinaires. On remercie l'UICB, donc l'Union des industriels et constructeurs bois, pour cette initiative CLT qui sont organisés donc avec le soutien du Codifab par le CNDB et par FIBOIS Occitanie. Donc merci à Hugues du coup pour sa contribution importante, sa co-organisation sur cet événement. Donc le CNDB, en quelques mots, c'est le Comité national pour le développement du bois. Nous sommes une association loi 1901 qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant et qui a pour but de promouvoir et d'accompagner l'usage du matériau bois dans la construction, l'aménagement, architecture. On s'adresse bien sûr pour ce faire aux acteurs de la maîtrise d'œuvre et acteurs de la maîtrise d'ouvrage. Nous possédons donc 4 de compétences sur lesquelles nous agissons au quotidien à vos côtés. Donc tout d'abord le pôle formation avec une centaine à peu près de formations dispensées chaque année. Le pôle information qui regroupe un certain nombre d'outils mis à disposition par le CNDB. Donc, vous avez la newsletter mensuelle, vous avez notre site internet cndb.org avec la partie ressources où vous retrouverez un certain nombre de documents tout au long de l'année, des livrables qui vous sont mis à disposition. Nous avons également nos réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Nous avons un troisième pôle, le pôle promotion et communication. Donc, nous sommes l'antenne de communication des acteurs de la filière forêt-bois française et nous menons entre 30 et 50 campagnes, actions de communication collective chaque année. Donc n'hésitez pas, je vous en parlerai dans quelques secondes, à suivre toutes nos actualités également à ce niveau-là. Et puis enfin, le quatrième pôle qui est une évidence pour le CNDB, c'est le pôle accompagnement, étant donné que nous sommes un organisme avant tout à destination des organisations professionnelles de la filière forêt-bois française. Donc c'est ce qui du coup explique que nous avons le plaisir aujourd'hui d'organiser à vos côtés, aux côtés des nombreux partenaires avec le soutien du Codifab, ce webinaire. Donc, nos prochains rendez-vous, nous avons initié l'année dernière, donc c'est Jean-Marc Pogé qui a initié cette série de documents intitulés Détails d'architecture, qui sont en fait un regard architectural sur des détails technique architecturale avec un usage du bois, que ce soit en vêture, en aménagement intérieur. Donc, vous avez pu découvrir un certain nombre de numéros qui sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet et on aura le plaisir la semaine prochaine de vous apporter un nouvel éclairage avec une nouvelle proposition du coup sur un nouveau détail d'architecture. Donc, cette série de documents est également réalisée avec le soutien du Codifab. Enfin, nous permettons de vous apporter nos nombreuses informations via plusieurs canaux. Donc tout d'abord les réseaux sociaux
C'est Amandine et Léa chez nous qui coordonnent toute cette partie réseaux sociaux avec brio. Donc, on est présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter et également sur YouTube avec du coup l'ensemble des replays qui vous sont mis à disposition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre l'ensemble des actualités de la filière forêt-bois française, je le rappelle, ainsi que les actualités du CNDB et également à la newsletter via la newsletter mensuelle du CNDB qui vous est adressée à peu près tous les 10 du mois. Vous retrouvez l'ensemble des actualités, informations portées par l'ensemble des professionnels de la filière et puis l'ensemble des ouvrages et webinaires du CNDB. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon webinaire. Je laisse la parole à Clément Quinault de l'ICB. Merci à vous. Merci. Merci Sarah et merci au CNDB pour l'organisation de cet événement en partenariat avec Fibois également. Donc, je suis Clément Quinault de l'Union des industriels et constructeurs bois. Voilà, merci. Donc, l'UICB, en 2 mots, c'est 250 entreprises adhérentes sur les principaux métiers de la filière bois. On va dire qu'on couvre de la sortie de scierie jusqu'à la construction. En passant bien entendu par la fabrication de panneaux CLT avec une douzaine d'entreprises adhérentes qui représentent la majorité, pour ne pas dire la totalité, du CLT utilisé en France aujourd'hui. Et donc notre rôle, c'est comme toute organisation professionnelle, c'est de participer au développement de nos produits de construction. Donc on avait initié cette série, je n'ai plus la date exacte de la première réunion, mais cette série de matinales a commencé il y a quelques années pour développer l'usage du CLT et encore un succès, on le voit aujourd'hui avec 260 participants. Donc voilà, et puis parmi d'autres sujets, c'est lobbying normatif et réglementaire pour faire en sorte que le bois soit mieux reconnu dans les différentes réglementations et dans les différentes normes. Et notamment l'Aéro 2020 futur biais qui devrait mettre en avant l'usage de matériaux biosourcés et en tout cas favoriser les matériaux stockant du carbone indépendamment de leur composition initiale. Donc voilà pour les quelques mots sur l'UICB et merci encore à Fibois et au CNDB pour l'organisation de ces événements, en espérant qu'on puisse reprendre les événements physiques dans les prochains mois. Merci beaucoup Clément, en effet on partage ce point de vue. On laisse la parole aujourd'hui à Hugues pour présenter Fibois Occitanie. Merci Amandine. Donc très rapidement, Hugues Silverno, chargé de mission prescription bois à l'interprofession Fibois Occitanie. Pour vous parler rapidement de Fibois Occitanie, donc on est l'interprofession de la filière forêt-bois en région Occitanie. On rassemble l'ensemble des professionnels de la filière, donc des détenteurs de la ressource jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Chronologiquement, en octobre 2018, donc Fibois Occitanie a signé un contrat de filière avec l'État, la région et l'ADEME, dont une des actions prioritaires porte sur le développement du bois dans la construction. Avec le soutien de France Bois Forêt, Fibois mène une mission de prescription pour favoriser l'utilisation du matériau bois. Notre objectif est donc d'accompagner les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage pour les informer sur la ressource forestière en région et également leur proposer donc une aide technique, choix des produits bois et techniques constructives, leur présenter des projets similaires et des retours d'expérience et également mettre en relation les professionnels de la filière forêt-bois d'Occitanie. Et ensuite, une partie aussi communication en organisant des concours de la construction bois et également des visites de chantier. Et d'ailleurs, ce projet a fait l'objet d'une visite en mars 2020. Et ensuite, pour terminer, c'est vrai que le lycée de Gignac est un projet que Fibois Occitanie a suivi dans le cadre de cette mission, prescription. Et ça constitue vraiment une illustration de la capacité de nos entreprises à se regrouper pour répondre à ces gros projets d'envergure, puisque pour ce chantier, 3 entreprises bois de la région se sont associées pour réaliser le projet. Et on peut également aussi noter que l'ensemble de l'équipe projet vient d'Occitanie. Ce projet du lycée de Gignac est aussi une vitrine pour notre filière régionale. Il met en avant donc la maîtrise des techniques constructives bois de nos professionnels. Et ensuite, dernier point, il est important de souligner l'engagement de la région Occitanie qui applique dans la construction et la réhabilitation de ses propres bâtiments.
notamment les lycées, sa volonté, son engagement à favoriser l'usage du bois. Et le lycée de Gignac en est un parfait exemple. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, on va vous laisser entre les mains de Jean-Marc Pogé pour une vingtaine de minutes pour la présentation du CLT et de ses atouts. Jean-Marc, je vais te donner la main tout de suite. Bien, écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet qui anime cette matinée, donc le CLT. 3 thèmes. Tout d'abord, vous présenter le produit, comment il est fabriqué. Une deuxième séquence dans laquelle on verra un ensemble d'opérations qui ont été réalisées nationalement ou internationales. Et puis enfin, on finira avec une approche des techniques constructives et de l'aspect réglementaire pour l'utilisation du CLT. Alors, une petite notice d'histoire, c'est une technique qui a été mise au point en 1947 par un ingénieur qui s'appelait Pierre Gauthier. C'est une évolution dans l'usage du bois parce qu'on a cette fois-ci la nécessité de sécher artificiellement le bois pour pouvoir le coller, donc ce qui est un petit peu nouveau. En 1948, c'est un panneau qui sera diffusé et commercialisé par une société qui s'appelle la Société Rousseau, qu'il a utilisé pour faire des silos. Et puis, il aura un petit peu son moment de gloire à travers la maison de Jean Prouvé, que vous apercevez ici, qu'il a utilisé donc, pour faire des dalles horizontales. Alors, c'est une technique qui est héritière à la fois des techniques du lamellé-collé et du contreplaqué. De la première, elle emprunte le principe du collage de lamelles de bois massif, et de la seconde, le principe du creusement des couches. Alors, elle sera reprise après ponctuellement par différentes personnalités, par exemple Maurice Novarina, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé en Haute-Savoie, à travers, par exemple, cet établissement thermal qui a été fait à Évian, pour la Société des eaux d'Évian. C'est une structure mixte métal-bois. Dans l'axe du bâtiment, vous avez toute une série de piliers en Y métalliques qui portent des panneaux très minces, ils font 30 mm de CLT, qui forment la toiture de cet ouvrage. Et alors, sur la méthode de production, ces panneaux, ils répondent en fait à un besoin de disposer de panneaux grand format, fiables et performants, qui puissent s'affranchir des limites dimensionnelles que l'on connaît au bois. Puisqu'un bois, c'est quelques centimètres sur une face et 3 ou 4 mètres en bois naturel. Donc déjà, s'affranchir un petit peu des limites naturelles du bois, et puis ça laisse également la possibilité d'utiliser dans le corps du panneau des éléments de bois qui peuvent avoir des défauts, mais qui peuvent être escamotés à l'intérieur du panneau. Les panneaux de CLT sont des panneaux monoblocs qui sont composés de plusieurs plis collés perpendiculairement les uns aux autres. Alors, ce nombre de plis est toujours impair pour avoir une bonne stabilité du panneau. Ça peut être 3, 5, 7, voire 9, voire même 11 plis. On peut en avoir une finition brute ou alors une finition visible avec une face choisie. Et ces panneaux peuvent, dans certaines conditions, assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors voilà, à travers quelques photos, on peut suivre la méthode de production d'un panneau de CLT. Sur la première horizontale, vous avez toutes les planches qui arrivent sur un chariot, qui sont mises les unes à côté des autres, et qui sont encollées. Vous avez sur la seconde photo l'encollage de l'ensemble des planches. Vous avez ensuite un chariot qui va pouvoir amener un deuxième lit de planche qui va être posé à 90 degrés. L'ensemble va être pressé, c'est la photo qui est en bas au centre, mis sous pression. Alors ceci avec des niveaux de pression qui peuvent être différents suivant les process de fabrication pour arriver à ce grand panneau que vous voyez en bas à droite. On passe ensuite à une seconde phase qui est la taille du panneau. Sur la ligne en partie haute, vous avez par exemple l'ouverture d'une porte avec un outil de défonçage qui va réaliser tous les angles, puis un outil circulaire qui va faire le lien entre le défonçage, et puis enfin avec une élingue, on va enlever la partie qui correspond à la porte. Ça permet un travail très soigné, vous voyez en bas à gauche, on arrive à faire des angles qui sont extrêmement propres, et puis pratiquement toutes les coupes sont possibles dans tous les angles nécessaires grâce à des outils 3D.
Alors là, on est sur des process, bien sûr, des process industriels. En termes d'usage, alors l'usage qui vient tout de suite, le premier, bien sûr, c'est l'usage en plancher, puisque ces panneaux vont permettre de réaliser des portées importantes et surtout des porte-à-faux, tout en restant dans des épaisseurs qui sont minimales. Le second usage, ça va être en mur et en voile travaillant. Ils vont assurer tous les séparatifs dans une réalisation, mais en même temps, ils vont pouvoir assurer le contreventement de la réalisation. Troisième usage, on peut également l'utiliser pour faire des coques de toiture qui vont assurer finalement un bâtiment entièrement réalisé avec un seul composant qui est le CLT. Alors cet aspect d'avoir le matériau visible à l'intérieur est tout à fait possible. On verra tout à l'heure que ça a un certain nombre d'impératifs, bien sûr, mais c'est possible et on peut demander aux fabricants d'avoir une phase qui serait une phase choisie, qui peut être une licence particulière ou en tout cas un choix de bois de meilleure qualité que celui qui est fait habituellement. Par exemple, on avait visité il n'y a pas très longtemps, lors d'une matinale, la salle polyvalente de Maromme, dans laquelle l'architecte a choisi de laisser le CLT apparent, ce qui donne cette ambiance très chaleureuse à l'intérieur de la salle. Quand on va emmener les panneaux de CLT sur un chantier, on a plusieurs façons de le charger. On a ce que l'on appelle le chargement à plat sur une semis. C'est la méthode la plus classique. Elle permet d'emmener à peu près 50 mètres cubes. C'est celle qui permet de faciliter le mieux le déchargement, puisque les panneaux de plancher sont déjà en position horizontale, on pourrait poser sur le chantier, tandis qu'un panneau de mur sera redressé directement depuis la semis, sans avoir à le déposer de manière intermédiaire. Ce type de chargement permet de transporter des panneaux de 16 mètres par 3 sur une remorque classique. L'autre solution, c'est le chargement vertical. Alors, il peut être intéressant dans des cas où on a un accès qui est un petit peu moins aisé. En revanche, c'est un volume de transport qui est plus faible, puisqu'on sera limité à 30 ou 40 mètres cubes. Ceci étant dû au chevalet de transport, on en mettra un petit peu moins. Et puis, le déchargement est un petit peu plus complexe quand on a un plancher, puisqu'il va falloir lever l'élément, le reposer, replacer les élingues pour ensuite le poser en termes de plancher. Un petit peu plus compliqué. Bien sûr, dans tous les cas, tous les panneaux, que ce soit plancher ou mur, doivent être mis sur le transport dans l'ordre du montage pour éviter toutes les manipulations. Donc, en résumé, voilà, vous avez un process de fabrication, la taille des panneaux sur la gauche, une phase ensuite de logistique avec le transport et puis enfin le levage sur chantier. Voilà les grandes phases de l'utilisation de ce type de panneau. Alors, c'est un matériau qui évidemment est très intéressant sur l'aspect environnemental. Tout d'abord, il bénéficie de produits qui ont une certification, donc des produits qui sont issus d'une gestion durable. C'est une ressource renouvelable et il bénéficie d'un bilan d'énergie grise qui est faible. Vous allez retrouver ce type d'informations à travers les fiches FDES. Il y avait une fiche FDES générique qui a été remplacée par une fiche collective pour les producteurs français qui est disponible sur le site de l'INES. Vous l'avez sur la droite. Les fabricants étrangers sont en cours de finalisation de leur fiche FDES. Et toutes ces fiches sont donc disponibles sur le site de l'INES ou alors sur le site catalogue construction bois. N'hésitez pas à les consulter. Alors, quelques mots sur la RE 2020, bien évidemment. On sait maintenant qu'elle prendra effet début 2022. On a des évolutions attendues sur cette réglementation. Un indicateur des émissions de gaz à effet de serre réglementaire avec un plafond à ne pas dépasser. Un indicateur du stockage de carbone biogénique qui doit rester informatif. Et puis, ce qui est en discussion, si vous suivez l'actualité, c'est la valorisation du carbone stocké à travers des ACV dynamiques, ce qui fait un petit peu débat actuellement. Et naturellement, par rapport à ces
exigences, tout ce qui est biosourcé va être une réponse possible pour les concepteurs. Alors, je vous propose maintenant un petit tour d'horizon de différentes réalisations qui montrent ce que l'on peut faire avec le CLT. Alors, par exemple, sur la gauche, vous avez une belle réalisation, on est aux Pays-Bas, dans une zone naturelle qui accueille le public. Et donc, vous avez un centre d'information qui a été réalisé à la limite de la partie terre et de l'eau, qui accueille un restaurant, une salle de classe et bien sûr cette très belle salle d'observation des oiseaux qui s'élance au-dessus de l'eau et qui permet aux visiteurs d'observer toute la faune locale. Sur la droite, c'est un autre exemple. Alors, vous avez une école primaire qui a été réalisée au Royaume-Uni, qui est composée d'une enfilade de volumes réalisés avec 2 pans de CLT. Vous en avez un qui est presque vertical, qui emporte un second voile qui est légèrement penté, et l'ensemble forme un ensemble de coques qui s'emboîtent les unes dans les autres pour réaliser les salles de classe. C'est un petit côté Sydney à notre échelle. Jean-Marc, excuse-moi, il y a un peu de bruit derrière toi. Donc, je ne sais pas si c'est ton collègue. Je suis désolée d'interrompre le webinaire. Il faudrait être un peu vigilant, voilà, pour nos participants. Merci à toi. Je viens oui, alors, autre exemple de réalisation, vous avez dans la gare du Nord, par exemple, ce restaurant qui a été réalisé avec un ensemble structurel qui est en bois. Alors, le bois a été choisi, bien sûr, pour son aspect, mais aussi pour la sécurité au feu. On en reparlera tout à l'heure. Sur la droite, alors c'est un bâtiment temporaire qui a été réalisé pour la communauté des diaconesses de Saint-Lô. En fait, vous avez un bâtiment qui était en pleine rénovation, réhabilitation, et il fallait un bâtiment temporaire. Et l'idée de faire un bâtiment sous forme de tente, de toile ou de bâtiment préfabriqué n'était pas très propice à la méditation. Et donc, les architectes ont proposé de travailler avec des éléments de CLT les plus simples possibles, en utilisant le principe de la structure plissée, inspiré de l'art de l'origami. Et en fait, les panneaux sont assemblés les uns des autres, et grâce aux plis, ça assure l'ensemble de la stabilité de cette chapelle. En quelques exemples encore, avec des tours panoramiques. Sur la gauche, vous avez une tour panoramique qui fait 12 mètres de hauteur. Alors, les panneaux sont monoblocs pour réaliser cette tour. Et à l'intérieur, vous avez un escalier de 112 marches. Assez original, au milieu, vous avez une éolienne qui a été réalisée avec, vous avez la lamellé collée dans la partie centrale et des panneaux CLT qui enferment cette tige. On peut utiliser le CLT dans tout ce qui est circulation, ça peut être dans les escaliers, vous le voyez sur sa gauche, dans le cadre d'un bâtiment qu'avait fait Pascal Gontier, bâtiment universitaire, mais on peut également réaliser même des cages d'escalier, mais des cages d'ascenseur, ce qui est tout à fait possible. Alors, un exemple en réhabilitation-extension, sur la gauche, il s'agit de 160 logements qui ont été réhabilités à Bondy, dans Seine-Saint-Denis, avec des logements qui font face à l'autoroute A3, et donc problème quand même de bruit pour les occupants. Et vous avez toute une série de petites loggias qui ont été ajoutées à chaque appartement, amenant 6 mètres carrés, et qui sont toutes préfabriquées, indépendantes. Vous avez une partie maçonnée en bas, et l'ensemble des loggias sont ensuite empilées les unes sur les autres, permettant l'agrandissement de chacun des logements. Alors, un truc dont on parle beaucoup, qui est beaucoup dans l'actualité actuellement, ce sont les ouvrages de grande hauteur dans le monde, les ouvrages de logement collectif. C'est une tendance générale. Alors, je vous en ai mis quelques exemples ici, en Australie, en Suède, en Italie, en Allemagne, en Norvège. Ça bouge énormément. Celui qui a peut-être déclenché le mouvement, un des premiers, ça a été l'immeuble de logement en bas à gauche, qui est l'immeuble de logement R+8, réalisé à Londres. C'est un immeuble de 29 logements sur un plan carré qui fait 17 de côté. Et
il a été réalisé intégralement en panneaux massifs contre-collés. Alors initialement, il devait y avoir un noyau béton pour reprendre l'ensemble des circulations et ascenseurs. Et en fait, les problèmes de différentiel de tassement qu'ils ont rencontrés fait qu'ils ont abandonné le béton pour finalement faire un système entièrement CLT. Alors, cette problématique du tassement, elle a pu être résolue à Vancouver. À Vancouver, vous avez cette résidence qui est finalisée aujourd'hui, elle a été livrée, qui est un R+18, dans lequel vous avez donc ce fameux noyau béton, et puis vous avez une structure poteau-poutre plus CLT à l'extérieur. Pour éviter les problèmes de tassement dont on vient de parler, vous avez en fait des éléments métalliques qui se positionnent à l'interface au niveau du plancher et qui évitent l'écrasement du plancher au droit de l'interface. Si on se rapproche en France, on a pas mal d'opérations de logement maintenant qui sont faites en CLT. Vous en avez sur Paris, en Saint-Denis. On a une qui a été réalisée il y a quelques années sur la droite à Saint-Dié par le Tour-Vosgien, qui est un opérateur bailleur très engagé sur le bois. On a du CLT cette fois-ci, mais avec une isolation avec des caissons de paille rapportés sur l'extérieur. Et puis l'opération finalisée à aujourd'hui, finalisée la plus haute en France, à ma connaissance, c'est l'opération Sensation, donc 146 logements à Strasbourg, entièrement réalisée à CLT, qui a fait un petit peu référence. C'est un programme de Bouygues Immobilier avec des bâtiments R+11 et 2 parties en R+8. D'autres projets en cours, vous avez sur la gauche la tour Hyperion, à Bordeaux, en cours de construction, et puis le projet de Tour Sylvain qui n'est pas très loin de cette tour. Toujours dans l'actualité, à Grenoble, vous avez l'immeuble Hautbois qui est en cours de construction, qui est une opération de 56 logements en R+8, et la première opération de si grande hauteur réalisée en zone sismique 4/5. Alors vous avez quelques photos du déroulement actuel. Vous retrouvez un noyau central béton avec 2 éléments en CLT qui viennent autour. Sur la droite, c'est une photo qui a été prise lors du lancement avec la maquette. On aperçoit la structure principale en CLT, sur laquelle vient ensuite une façade qui est entièrement réalisée en atelier, qui intègre la structure de la façade, l'isolant, le parement, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et l'ensemble des systèmes de sécurité incendie, ce qu'on appelle les déflecteurs, et la vêture finale. Tous ces éléments sont ensuite posés sur la façade, sans calage, jusqu'au 8e niveau. Alors, en regardant quelques photos, il y a 2-3 petites choses qui sont à dire. Par exemple, en haut à gauche, on voit un léger trait au niveau du plancher. C'est qu'en fait, chaque élément de CLT était dimensionné par rapport à sa portée, de manière à pouvoir optimiser le projet au niveau financier. On voit que les planchers sont portés par des muraillères, pardon. Vous les apercevez sur la photo en haut à gauche, ce qui permet d'éviter d'avoir des planchers qui soient pincés entre les murs et qui pourraient se tasser et transmettre des ondes acoustiques. Sur la photo de droite, vous avez également une photo qui a été prise depuis le noyau béton et qui montre qu'il y a un écart entre le béton et le bois, puisqu'initialement, l'ensemble devait être lié puisque le béton devait participer au contreventement de l'ouvrage, mais en zone sismique élevée, les comportements des 2 matériaux sont tellement différents qu'il a été préféré de les rendre totalement indépendants. L'usage du CLT est très intéressant quand il faut faire de la préfabrication, tout en gardant des matériaux légers, notamment en montagne. Quand on va en altitude, on doit faire des rotations d'hélicoptères, ça coûte cher, 500 € la rotation. Donc on va chercher des éléments qui aient un meilleur rapport performance technique et poids. Donc le CLT fait bien sûr partie. On peut construire de manière rapide. Par exemple, l'opération 140 logements à Café Villemot, que vous avez sur la droite. C'est une opération sur laquelle le montage du gros œuvre a été divisé par 2 par rapport à le gros œuvre traditionnel, ce qui permet d'obtenir sur l'ensemble du chantier à peu près un tiers de gain de temps de chantier. On peut travailler également en modulaire avec du CLT, et ça c'est l'opération des Cibelles qui doit être livrée à l'heure actuelle. On est dans la vallée de la Maurienne.
avec des cellules préfabriquées, vous les apercevez en bas à droite, tout est équipé sur la finition intérieure, l'équipement. Ces fameuses cellules, vous les avez en coupe. J'ai mis une partie barrée, puisque traditionnellement, on aurait tendance à faire un plancher bois pour chaque cellule avec des murs qui portent sur le plancher. Et puis en fait, pour des problèmes de reprise de charge, les murs vont à côté du plancher pour pouvoir se plomber les uns les autres et reprendre les efforts. Sur les 4 premiers niveaux, ces murs sont en CLT pour reprendre des efforts importants, tandis qu'ils sont simplement en ossature sur les étages supérieurs. Voilà, alors encore pas mal d'usages. On peut l'avoir en bureau, bien évidemment, ça marche très bien. Par exemple, vous avez les Wood Business sur la gauche, qui est un ensemble de bureaux de 4000 m² R+6 au cœur de Marseille. L'opération originale avec la Maison des éléphants, ça c'est à Zurich, si je me souviens bien. C'est à Munich, pardon, à Munich. Avec l'idée de l'architecte de refaire une espèce de canopée qui laisse filtrer la lumière dans le parc des éléphants. Et puis, traditionnellement, dans les équipements sportifs, il est très présent, notamment sur le gymnase du Bourlec, qui est à Lyon, où vous avez 18 chaînes qui vous amènent la lumière dans le gymnase, qui ont été préparées sur le chantier et levées. Toutes ces chaînes sont en CLT. Voilà, donc voilà pour ces opérations. Et puis maintenant, un dernier petit point sur les aspects techniques réglementaires, technico-constructifs. La technique du CLT est une technique qui est non traditionnelle, ce qui veut dire qu'il va falloir y avoir une procédure d'évaluation particulière, qui sera généralement un avis technique ou éventuellement un DTA, un document technique d'application. Si vous allez sur le site du CSTB, vous pourrez consulter tous les fabricants qui disposent d'un avis technique. J'ai été il n'y a pas très longtemps, j'en ai compté 11, il y en a peut-être d'autres encore. Et dans ces 11, vous avez plusieurs fabricants français. Pour construire en CLT, le document de référence qui est à vos dispositions, il a été réalisé dans le cadre du programme PACT. C'est un guide, le guide panneau massif et bois contre-collé. Vous allez y trouver le domaine d'application de ce document, comment gérer la phase de conception, le matériau, la conception et le dimensionnement des panneaux, les conditions de fabrication et surtout la mise en œuvre à travers toute une série de détails qui sont à votre disposition. Il est téléchargeable sur le site de Programme PACT ou directement sur le site du CNDB à l'adresse que vous voyez. En complément de ce document, vous avez également des carnets de chantier qui ont été réalisés, qui sont des documents qui favorisent l'appropriation sur le terrain des gens de chantier. Il est principalement destiné au personnel de chantier et présente les choses de manière très illustrée, les bonnes pratiques d'exécution et les dispositions essentielles qui sont à respecter. Enfin, dernier document très important, quand on travaille en bois, on a toujours le souci de la reprise d'eau pendant le chantier. Généralement, alors quand on va construire du logement collectif multiniveau, l'habitude qui est en train de se prendre, c'est plutôt de faire une étanchéité tous les 3 niveaux, qui pourra d'ailleurs être laissée en place, qui va assurer la pérennité des 3 étages déjà construits. Et vous avez un document qui a été finalisé, qui présente les précautions à prendre en termes de gestion de l'humidité sur le chantier. Ce document est à vos dispositions là aussi, sur le site du Codifab ou sur le site du CNDB. Sur le plan thermique, alors si on prend un panneau de CLT comparé à un système traditionnel maçonné, prenons une paroi dans laquelle on va demander un R de 6,4. Si nous sommes en partie maçonnée, on aura en gros 20 cm de partie maçonnée, il va falloir rajouter 22 cm d'isolant, soit un mur de 40 cm. En CLT, le voile va faire 12 cm. Vu que le CLT est déjà un peu isolant, même si ce n'est pas au niveau d'un isolant traditionnel, on pourra se contenter de 19 cm d'isolant, ce qui nous fait une épaisseur globale de 30 cm. Donc vous voyez qu'à performance thermique équivalente, on gagne 10 cm, ce qui n'est pas inintéressant, puisque ça se met au profit de la surface habitable. On va mettre un pare-vapeur, normalement, pour l'étanchéité à l'air. Quand on va utiliser le CLT, il sera généralement mis côté intérieur, ce qui permettra ensuite de passer les réseaux dans une contre-isolation intérieure. On a toutefois la possibilité de le placer côté extérieur du CLT quand on veut garder une face visible.
Alors, évidemment, c'est un petit peu plus complexe puisqu'il va falloir penser à mettre en place toutes les réservations pour pouvoir passer les réseaux sur la face externe du CLT. On peut réaliser l'étanchéité directement avec le panneau. Il faut quand même des ouvrages qui ne soient pas trop complexes. Et dans ce cas, prévoir des dispositifs d'étanchéité entre chacun des panneaux qui seront complétés par une bande autocollante au droit de toutes les intersections. Sur le plan de l'acoustique, alors je parle surtout de l'acoustique entre logements, puisque c'est là qu'on a des assainissements importants demandés. On pourra jouer avec un dispositif de double mur indépendant rajouté de chaque côté du panneau CLT, de paroi, pardon, ou alors un double mur en CLT, ce qui est rarement utilisé parce que ça conduit à mettre quand même des quantités de bois quand même qui deviennent très significatives. Sur les planchers, on a des solutions relativement simples. Une solution qui va consister à ramener de la charge au-dessus du panneau de manière à avoir un affaiblissement au niveau des basses fréquences, tandis qu'en dessous, on va rajouter un isolant filant et un système de double plaque de plate. Un petit mot sur la sécurité incendie. Alors sur la droite, vous avez la représentation d'un mur en CLT qui ferait 150 mm d'épaisseur, qui était soumis à 1 heure de feu. Vous avez 36 mm qui ont été carbonisés, et quand on arrive sur cette surface, on a une température de 970 degrés qui diminue pour arriver à 20 degrés côté face intérieure. Donc ça confère une très bonne résistance au feu de ce type de matériaux, et de manière générale, un panneau supérieur à 60 mm est ROI 30 minutes et un panneau supérieur à 120 est ROI 60 à minimum. On a fait, alors vous savez qu'il y a une évolution de la réglementation sur l'évolution du feu en traitage. Désormais, on a besoin d'un document qui fait appréciation de laboratoire pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes de façade. Eh bien, ce document existe, il a été réalisé par la filière. Il est téléchargeable sur le site du Codifab ou du CNDB. Vous y trouverez des solutions sur le CLT qui vont être mis en œuvre sur des immeubles de troisième famille. Voilà, donc c'est terminé. Je vous invite donc à suivre 2 sites sur lesquels vous allez trouver énormément d'informations. Le catalogue Reconstruction et le CNDB où vous retrouverez tous les documents que je vous ai montrés. Voilà, et je cède la place maintenant pour le lycée de Guignac. Bonjour à tous, Ludovic Arbeau, je suis responsable du service construction à l'ARAC Montpellier et mandataire de la région Occitanie pour la construction de ce lycée. Donc quelques mots pour vous présenter, dans le temps qui m'est imparti, le contexte et le programme de cette opération. Il faut savoir que la région Occitanie connaît depuis de nombreuses années un accroissement de sa population qui se traduit par de nouveaux besoins en établissement scolaire. Cette croissance est le fait d'un dynamisme démographique résultant à la fois du solde migratoire naturel et des flux migratoires. Il faut savoir que depuis quelques années, un peu plus d'une vingtaine d'années, nous avons environ 50 000 nouveaux habitants par an qui arrivent sur le territoire. C'est cette évolution démographique qui nous a conduit depuis 20 ans à construire un peu plus d'une douzaine de lycées neufs sur ce que j'appellerais le territoire est de la région Occitanie, à savoir Aix-Languedoc-Roussillon. Donc, le projet de construction du nouveau lycée de Gignac dans le département de l'Hérault s'inscrit dans une logique d'amélioration du dispositif d'enseignement visant à faciliter pour tous les lycéens l'accès au savoir. Le secteur de Gignac étant un bassin démographique en forte croissance, qui est situé à environ une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier, le manque de lycées polyvalents et professionnels à proximité entraîne la saturation des lycées les plus proches, à savoir le lycée René Gosse à Clermont-Lérault, qui compte déjà environ 1230 élèves, et le lycée Joseph Vallaud à Lodève, qui accueille également un peu plus de 1000 élèves. Et ces 2 lycées sont saturés depuis quelques années maintenant, d'où la nécessité de construire sur ce territoire un nouvel établissement. Donc ensuite, le programme pédagogique de ce lycée, tout d'abord concernant sa capacité d'accueil, la volonté de la région était de faire réaliser un lycée pouvant accueillir un peu plus de 1100 élèves, soit 35 divisions, dans des filières d'enseignement général. Donc, on retrouve les formations scientifiques, littéraires, économiques et sociales qu'on peut retrouver sur tous nos lycées. On a également un cycle professionnel
avec 2 formations spécifiques. On a un bac pro MELEC, c'est les métiers de l'électricité, et un bac pro tertiaire vente. Et enfin, il y avait la volonté également de mettre en place une formation post-bac avec un BTS électrotechnique dans la continuité du bac pro MELEC évoqué précédemment. Donc ça, c'est pour la partie pédagogique. Concernant ensuite les fonctions qu'on devait retrouver dans cet établissement, comme tous les lycées, mais on ne l'a pas forcément en tête, on a une multiplicité des fonctions sur un établissement scolaire. Ça vous sera présenté peut-être un peu plus tard. On a des locaux d'enseignement, classiquement, des salles de classe, des laboratoires, des salles de TP, des ateliers pédagogiques pour les formations professionnelles évoquées. On a forcément une administration, une vie scolaire. Dans notre cas précis, on avait également le souhait d'avoir une salle polyvalente. Ensuite, il faut accueillir et nourrir toute cette petite population. Donc, on a une demi-pension avec la volonté d'avoir une production sur place, une salle à manger de 400 places pour accueillir les élèves et les 900 rationnaires donc, prévus sur l'établissement. Ensuite, il y avait la volonté également, compte tenu de la localisation du site, de mettre en place également un internat de 80 places. Et ensuite, on a des locaux de type vestiaire EPS, salle de musculation. On a également un CDI, des salles de professeurs. Et enfin, bien sûr, tous les aménagements extérieurs associés à cet établissement, notamment une piste d'athlétisme, des terrains de hand et de basket pour pouvoir effectuer les cours d'EPS sur le site. Avec le territoire et la ville de Gignac qui nous a accueillis sur ce terrain, il y avait la volonté également de mettre en place un gymnase qui est en cours de construction, enfin qui démarrera à partir du mois prochain, à proximité du lycée. Ces 2 équipements structurants sur le secteur de Gignac sont implantés sur un terrain qui, au total, représente un peu plus de 7 hectares. Il y avait 4 hectares qui étaient dévolus à la construction du lycée, environ 2 hectares pour le gymnase de la ville de Gignac. Et ensuite, on a environ 1 hectare qui permettait de mettre en place les structures routières pour desservir cet ensemble d'équipements. Tout ça pour un budget, alors je parlerai uniquement là de la partie lycée. Nous, on avait un budget de 45 millions d'euros, toutes dépenses confondues, ce qui représente un peu plus de 30 millions hors taxes au niveau des montants travaux pour la construction et la réalisation du chantier. Ça, c'était pour la partie, je dirais, programme pédagogique et contexte de construction du lycée. Au niveau du programme, bien sûr, le lycée Simone Veil s'inscrit pleinement dans la démarche et l'ambition de la région Occitanie d'être la première région à énergie positive. De ce fait, les services de la direction de la maîtrise d'ouvrage éducatif de la région nous avaient mis dans le programme un certain nombre d'objectifs techniques et énergétiques très ambitieux, à savoir pour l'énergie, nous avions un niveau 4 BPOS, un objectif, pour le carbone un niveau 1, et tout ça associé à un niveau 2 pour le label biosourcé, ce qui imposait un taux de matière biosourcée supérieur à 24 kg par mètre carré de plancher. Donc ça, c'était des contraintes fortes au niveau technique et environnemental. Je dirais que la deuxième contrainte qui peut-être expliquera aussi les choix architecturaux qui ont été faits, c'est que nous étions très contraints par le délai, puisque la région Occitanie a finalisé son programme pédagogique et les choix des terrains en début de l'année 2017, au premier trimestre. Nous avions lancé le concours de maîtrise d'œuvre à la fin de l'année 2016, ce qui nous a permis de retenir une équipe d'architectes à partir du mois d'août 2017. Et l'objectif était de livrer le projet pour septembre 2020. Ce qui fait que nous avions exactement 3 ans pour réaliser toutes les études nécessaires, l'appel d'offres travaux. Et ensuite, il nous restait donc 18 mois à partir de janvier 2019 pour construire le projet, le mettre à disposition de la région pour mettre en œuvre les équipements nécessaires à la mise en service du lycée et le mettre en service en septembre 2020. Donc, ça faisait sur les 18 mois de chantier, je dirais, nous avions initialement prévu 2 mois de préparation et 16 mois de travaux pour réaliser donc 30 millions d'euros, ce qui était un challenge assez important qui avait été déjà annoncé dès la programmation. Et je dirais, pour
terminer sur cette partie-là, c'est que c'est vraiment, je pense, le cumul de ces deux contraintes, à savoir une forte ambition énergétique et environnementale et des délais très serrés qui ont conduit l'équipe de maîtrise d'œuvre à faire des choix et notamment à nous proposer une structure mixte avec une très grande présence du bois sur notre projet. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Brigitte Hellin et son équipe pour présenter ce beau projet et puis les différentes phases de construction. Je reste à votre disposition en fin de webinaire pour répondre à d'éventuelles questions. Bonjour à tous. Donc après cette présentation du programme et puis aussi cette présentation assez quantitative, et avant de rentrer dans la partie technique proprement dite, je voudrais vous faire une présentation du parti architectural du projet. Comme vous l'avez vu sur les plans de situation présentés initialement, notre terrain se trouve en contrebas de la ville de Gignac, de l'autre côté de l'autoroute, sur un vaste terrain agricole couvert de vignes, donc un peu une sorte de page blanche qu'il fallait écrire. Sur ces pages blanches, nous avions quand même quelques éléments pour travailler dans le site, comme un accès imposé au nord, ce qui n'est pas toujours le plus facile d'avoir une façade d'accès au nord d'ailleurs, du point de vue architectural par rapport au jeu du soleil et des ombres sur des façades. On avait aussi une très jolie vue qu'on a cherché à mettre en valeur sur le chemin de Croix de Gignac qui se trouve à l'est et qui est classé monument historique. Et puis ensuite, dans le programme, on avait une demande très forte du maître d'ouvrage déjà expliqué précédemment sur le dépôt et le biosourcé, bien sûr. Et aussi, du point de vue formel ou plutôt implantation, la nécessité d'implanter les salles de cours dans des bâtiments orientés nord-sud. Et comme c'est quand même les salles de cours qui constituent la plus grande partie en surface du programme, c'est quelque chose qui est très contraignant, mais porteur aussi. Et pourquoi nord-sud? Parce que bien évidemment, dans notre région, il est plus facile de se protéger du soleil avec ces deux orientations. Donc, face à la future liaison piétonne qui se trouve à droite sur cette image axonométrique, nous avons implanté un bâtiment linéaire de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, dont la partie centrale longe la voie principale, tandis que ces deux extrémités s'infléchissent légèrement pour reprendre exactement l'orientation nord-sud. Et pour créer une entrée tout en douceur, ce bâtiment se déroule comme un ruban, en 3 courbes superposées, avec un rez-de-chaussée louvant d'entrée, porté par des élégants poteaux en béfube que vous verrez plus tard, l'avant-corps au premier étage qui contient l'administration, et ensuite le volume en retrait au niveau 2 avec les salles de cours. Et le vaste parvis qu'on voit à droite se prolonge sous le bâtiment et sous le vent par un vaste parvis protégé, et on peut passer sous ce premier bâtiment pour accéder à la cour. En vis-à-vis de ce bâtiment, au sud de la parcelle, donc à gauche sur l'image, nous implantons un autre bâtiment d'enseignement, également sur 3 niveaux, mais plus spécifiquement dédié à l'enseignement professionnel, et lui, parfaitement nord-sud. Pour fermer la cour à l'est, tout en laissant 2 échappées visuelles de part et d'autre vers le paysage, nous glissons entre les 2 bâtiments un volume autonome de 2 niveaux qui accueille au premier étage le CDI. Et c'est ce CDI qui a une très belle vue panoramique sur le chemin de Croix et sur la campagne en général. Voilà. La façade est du lycée, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez le premier plan, est très en vue quand on arrive depuis le rond-point. Et on l'a donc scandé par les 2 pignons des bâtiments d'enseignement, dont l'un sert de support à la signalétique avec le portrait de Simone Veil. À l'ouest de la cour, pour refermer l'espace entre les 2 bâtiments d'enseignement et protéger la cour des vents dominants, nous avons placé un bâtiment à rez-de-chaussée qui accueillera d'une part la cafétéria des lycéens, mais surtout la demi-pension. 2 jardins plantés viennent découper ce volume pour faire entrer la lumière naturelle dans la salle à manger et créer des espaces plus intimes à l'intérieur de la salle de restauration. Les toits des bâtiments les plus hauts sont couverts de panneaux photovoltaïques, ce qui nous permet d'atteindre le niveau BPOS requis. En revanche, les toits de la restauration et du CDI, qui sont plus bas,
et qui sont d'ailleurs vus depuis Gignac et aussi depuis les bâtiments plus élevés de part et d'autre. Ils sont traités comme des jardins soulevés aux formes courtes et douces, qui forment comme des vallées et des collines en prolongement du paysage naturel. Et ça vient modeler l'espace et offrir un cœur vert à l'établissement. Sur la diapositive suivante, donc c'est le plan masse, on voit que ce projet se présente finalement assez simplement, presque de façon classique, comme un ensemble de bâtiments donc de 14 500 m² de surface utile, organisés autour d'une vaste cour, facile à surveiller, mais c'est une cour dont la géométrie offre des espaces très différenciés. Et seuls les bâtiments de l'internat et des logements de fonction échappent à cette organisation pour faire face au plateau sportif. Diapositive suivante. Donc, ici, vous voyez la façade d'entrée. L'exigence du programme en ce qui concerne l'usage des matériaux biosourcés, on l'a vu, nous a conduit à recourir très largement au bois. D'une part, pour les murs de façade qui sont à ossature bois, pour les poteaux et les refends intérieurs, pour les charpentes, et enfin pour les planchers en CLT et d'autres contremantements en CLT. Cependant, pour éviter le vieillissement dû aux intempéries, nous avons décidé de ne pas utiliser le bois en revêtement de façade. Et donc, dans ce bâtiment, l'usage du bois est absolument strictement structurel. Nous avons néanmoins utilisé le bois pour des revêtements intérieurs, notamment les faux plafonds acoustiques de plusieurs salles emblématiques telles que le hall d'entrée, le restaurant, le CDI, donc les grands volumes. Également pour le revêtement des parois, des dégagements d'accès de tous les locaux, et également pour le sol des coursives. Donc c'est donc pour sa pérennité et son inertie que nous avons eu recours à une vêture en bardage de terre cuite vernissée de chez Meuding, qui habille l'ensemble des façades. Nous avons un camailleux de ton bleu et vert sur mesure qui participe à l'intégration du bâtiment dans son site agricole et donne une image très contemporaine de ce bâtiment, tout en permettant de souligner la volumétrie et de refléter la lumière, puisqu'il s'est vernissé, même en façade nord, ce qui est le cas de cette entrée. Bon, comme l'a expliqué M. Arbeau, nous avons favorisé la filière sèche pour une question de délai, puisque finalement le chantier était prévu en 17 mois. Bon, ça a été un peu prolongé à cause du Covid, mais on était vraiment en passe de gagner notre pari. Juste quelques petits points complémentaires qui n'ont pas un rapport direct avec le bois, mais qui rentrent dans les préoccupations BEPOS. Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours à de la géothermie pour le chauffage et le rafraîchissement. Nous avons une ventilation double flux dans l'ensemble des locaux et nous avons implanté 1700 m² de panneaux photovoltaïques en toiture. Tout ça étant bien sûr en plus d'une bonne orientation des bâtiments et de protection solaire efficace et mobile. Je laisse maintenant la parole à mes successeurs pour la partie technique, où ils seront 3 à prendre la parole pour vous montrer le chantier et ensuite quelques images, pas encore définitives parce qu'on n'a pas de reportage photo définitif, mais des images, des photos déjà bien avancées du bâtiment. Bonjour à tous. Donc Benjamin Pierani, architecte de l'agence CVAG. Donc je vais vous expliquer en quelques mots les grands principes structurels qu'on a mis en place, et ce dès le concours sur le lycée. Donc vous avez sous les yeux une coupe des bâtiments d'enseignement où le principe structurel se résume en un rez-de-chaussée construit en béton jusqu'au plancher haut de ce rez-de-chaussée et surmonté ensuite de 2 étages en structure bois, R+1 et R+2, donc constitué d'une façade en mur ossature bois, que vous voyez à gauche et à droite, de structures poteau-poutre pour les travées centrales, et ensuite de planchers et toitures en panneaux CLT. Donc, ces toitures, comme vous le voyez, ont une houe centrale
Donc, il y a 2 pentes qui donnent sur le centre du bâtiment, ce qui nous permet en fait d'optimiser le nombre de naissances et de descentes d'eau pluviale. Et ensuite, ces toitures intègrent aussi des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de ces bâtiments. Et il y aura une explication un peu plus précise en fait sur les contraintes liées justement en fait à la pose de ces panneaux et à l'utilisation des panneaux CLT justement. Vous voyez ensuite donc un extrait de plan d'un niveau en fait de R+1 où on voit donc sur la partie haute et basse donc les façades en mur ossature bois, en partie centrale donc les poteaux et poutres structurelles, et ensuite donc dans le sens de portée les panneaux CLT qui ont été utilisés en fait pour réaliser les différents planchers et toitures. Donc on voit que ces panneaux CLT finalement portent quasiment de façade à façade, avec des appuis intermédiaires certes, mais en tout cas les panneaux font 16 mètres de large, la largeur du bâtiment, et ce qui nous a permis, en fait, l'entreprise va l'expliquer après, d'aller très vite en fait dans la mise en œuvre et le montage de ces bâtiments. Je passe maintenant à l'internat, qui est structurellement un tout petit peu différent en fait, des 2 bâtiments d'enseignement. On a toujours la même répartition finalement donc des rez-de-chaussée en béton des 2 des niveaux supérieurs en structure bois. La différence tient déjà dans un premier temps dans le sens, enfin, dans l'orientation des toitures, si vous voulez, où on n'a plus une houe centrale, mais une toiture à 2 pans plus traditionnelle. Et ce choix, il a été fait en fait pour 2 raisons principales. L'orientation est-ouest de ce bâtiment, et donc qui favorisait, ces pentes en fait favorisent du coup l'orientation des panneaux photovoltaïques, mais aussi lié à l'organisation des réseaux de ventilation, puisque ce bâtiment internat a une centrale d'air qui est centrale, en position dans le bâtiment, et ensuite on a donc un réseau, les 2 ronds que vous voyez au R+2, là, qui sont sous le plénum, donc c'est un réseau de ventilation qui est horizontal et que au R+2, et qui alimente les niveaux inférieurs ensuite par des descentes verticales. Ce qui fait que cette VMC qui est à double flux nécessitait des plénums qui étaient très importants, et l'utilisation des toitures à 2 pans favorisait justement un volume conséquent. Et donc, c'était pour nous, effectivement, un choix économique qui était favorable pour ce bâtiment-là. Ensuite, vous voyez que le sens de portée est différent en fait, des bâtiments d'enseignement, et lié à la spécificité du programme de l'internat, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont plus petites, c'est des chambres, et donc on a retourné le sens porteur avec des refends porteurs du coup intermédiaires, ce qui fait qu'on pouvait aussi traiter de façon très performante l'acoustique, puisque les voiles en ouvre-ossature bois font les reflets entre chambres et donc nous permettent d'isoler de façon importante avec de la ligne de roche les différents voiles et séparatifs entre les chambres. Donc là, vous voyez effectivement les panneaux CLT qui sont dans le sens inverse par rapport au bâtiment d'enseignement, donc avec des portées qui sont plus traditionnelles, plus petites. Donc, voilà une photo du chantier des bâtiments d'enseignement où on voit le début des élévations donc, sur le socle en béton et à rez-de-chaussée, et ensuite donc, les premiers niveaux de voiles et structures bois qui commencent sur le bâtiment A et sur le bâtiment C. Je laisse la parole à Lucas Grimal du BET de Terrel, notre bureau d'études de structure, maîtrise d'œuvre, pour vous expliquer tous les aspects techniques. Donc, je suis Lucas Grimal, bureau d'études, donc du bureau d'études Terrel, donc bureau d'études structure bois et béton sur ce projet, donc dans l'équipe de maîtrise d'œuvre avec l'agence Hélène Sebag. Donc, un peu pour compléter le début de présentation, les architectes, un petit peu pour replacer le projet dans le contexte, et notamment le contexte réglementaire. Donc, on est sur une conception parasismique, donc due à la zone de sismicité, zone de sismicité faible donc de l'emplacement de Gignac.
et donc lycée catégorie d'importance 3, donc ERP de deuxième catégorie, donc qui nous a amené à concevoir ce bâtiment en parasismique et à appliquer l'Eurocode 8. Donc au niveau de la sécurité incendie, on est en R+2 avec le dernier plancher à moins de 8 mètres, donc avec une structure stable au feu 30 minutes et des planchers coupe-feu 30 minutes. Seul le bâtiment d'internat qui possède des locaux à sommeil. Sur ce bâtiment, on a dû appliquer l'IT 249 et respecter le C+D en façade. Donc on verra plus tard, Benjamin vous montrera un petit peu l'enveloppe, mais en gros, on a généralisé sur tous les bâtiments un ITE, un écran thermique de 60 mm à laine de roche, qui permet de respecter cette IT 249. Autre point important, c'est les joints de dilatation. Donc, dans la région de Montpellier, au niveau du béton, vu que la superstructure bois repose sur un socle béton rez-de-chaussée, des joints de dilatation tous les 25 mètres. Ce qui nous a amené en fait à compartimenter le bâtiment en blocs, en des blocs mitoyens, et chaque bloc en fait est indépendant structurellement de son voisin, avec un joint sismique de 40 mm à chaque fois et une double structure à chaque joint de dilatation. Donc sur les photos suivantes, on voit donc le début du levage de la structure poteau-poutre. Donc là, on est sur les bâtiments d'enseignement, structure poteau-poutre lamellé-collé, donc prête à recevoir les panneaux CLT. Donc les panneaux CLT qui portent de façade à façade et sur ces porteurs intermédiaires. Donc là, en plancher, on est sur du CLT de 220 mm en 7 plis, avec les 2 plis extérieurs dans le même sens. Donc là, une photo un peu plus avancée de l'intérieur du bâtiment. Petite particularité, là, on voit au levage la mise en œuvre du lait de par vapeur en nez de plancher, afin de faire la jonction entre le niveau, entre le R+1 et le futur R+2 qui va venir au-dessus. Sur les vues aériennes, voilà, ces photos sont intéressantes. Donc là, on comprend bien le système constructif, donc avec l'utilisation du CLT en plancher, mais aussi au niveau du contreventement intérieur, et notamment des murs de refend. Donc le plancher CLT forme un diaphragme dans le plan du plancher de la toiture, et les efforts sont ramenés donc à ces murs de refend qui contreventent longitudinalement le bâtiment ou transversalement. La façade ossature bois, porteuse aussi, qui contrevente en partie. On voit aussi des noyaux béton qui parfois servent à contreventer les blocs. Donc c'est notamment toutes les circulations verticales, ascenseurs et escaliers. Donc au niveau de la trame, on est sur une trame de 4,80 m. Donc la trame dès le concours en façade, donc qui a permis de dessiner les façades pour les architectes, était sur 1,20 m. Donc c'est une trame assez commune en ossature bois, donc par rapport aux largeurs des panneaux. Donc on a cherché une trame qui était un multiple de cette trame de façade, pertinente structurellement et pas trop contraignante architecturalement, qui permettait d'avoir des facilités d'adaptation pour les salles. Et elle s'est avérée aussi être multiple de 2,40, qui est la largeur des panneaux de CLT. Donc on avait 2 panneaux de CLT par trame de 4,80 m, donc avec des panneaux de 16 mètres par 2,40 m plein format, qui ont permis d'aller assez vite en phase chantier. Sur les diapos suivantes, donc là on voit un petit peu l'intérieur, on voit donc la structure poteau-poutre, le mur ossature bois en façade et les refends en CLT. Là les menuiseries sont mises en œuvre. Alors il faut savoir que donc c'était une volonté de la maîtrise d'œuvre de faire un macro lot avec le charpentier, la menuiserie extérieure et l'étanchéité, afin d'avoir un résultat attendu tant au niveau de l'étanchéité à l'air que de l'étanchéité à l'eau.
obligation de résultat. Donc, on a poussé pour faire ce macro-lot. Donc, sur les photos suivantes, donc là, on est à l'intérieur de l'internat, comme expliqué Benjamin Pierny tout à l'heure. Là, le sens porteur, donc on porte parallèlement à la façade. On se sert des cloisons entre chambres, finalement, pour porter, ce qui nous a permis d'optimiser l'épaisseur de CLT en plancher. Là, on est sur du 140 en épaisseur. Et de décharger un petit peu les façades, et ça a permis de créer des accès, des coursives en porte-à-faux abrités au rez-de-chaussée. Donc là, on voit la plateforme une fois le plancher CLT réalisé, où l'avantage de la filière sèche, on enchaîne direct avec les niveaux supérieurs. Et là, on voit une coupe un peu du bâtiment, donc comme disait Benjamin tout à l'heure, avec la mise en œuvre des réseaux et le grand nombre de réseaux qui circulent, donc soit dans les plénums au niveau des couloirs centraux. Donc on était en BIM sur ce projet, c'était une volonté du maître d'ouvrage. Au niveau de la conception, donc de l'APS au DCE. Le BIM n'était pas demandé pour les entreprises, mais à la fois les entreprises fluides et y compris Charpente qui travaillaient déjà en 3D ont su profiter en fait de tout ce travail qui a été fait en amont en 3D. Donc notamment le bureau d'études Altea Bois, un bureau d'études EXE du groupement d'entreprises de Charpente, donc qui a modélisé tous les bâtiments avec le logiciel 3D. Donc je vais laisser la parole à Gilles Touraine qui va vous présenter le groupement d'entreprises. Merci. Donc Gilles Touraine, environnement bois. Je représente donc le Macrolot 4. Pour répondre à cet appel d'offres, nous avons fait donc un groupement d'entreprises solidaires avec l'entreprise Pistre pour la fabrication des murs ossature bois qui était le mandataire, structure bois, couverture et environnement bois pour tout ce qui était charpente bois, métal, Soprema pour l'étanchéité et Labaster et Somahu pour tout ce qui était menuiserie aluminium. Là donc on voit la maquette 3D qui est sortie donc de nos bureaux d'études avec le calpinage de toutes les menuiseries, des poteaux poutres porteurs. Et là, sur cette maquette-là, on a enlevé une partie des CLT, qu'on peut imaginer en plancher et en toiture, pour essayer de voir un petit peu toute cette carcasse-là. On a fait le pari de faire tout fabriquer en atelier. Donc, on a vraiment tout fabriqué en totalité dans nos ateliers. Et l'idée était en fait de faire une implantation parfaite, donc avec à l'aide de géomètres experts, pour pouvoir retranscrire à l'identique la maquette qu'on avait fait et les plans des bureaux d'études sur les ouvrages béton. Ce qui nous a permis donc de gagner énormément de temps parce que dans l'avancement du chantier, de la maçonnerie, on va dire que le bâtiment n'était pas réellement sorti de terre, que déjà nous on pouvait commencer déjà à fabriquer et ça a bien fonctionné comme ça. Donc de la préfabrication, on a fait fabriquer les murs en ossature bois avec pose d'une partie de l'isolation au niveau des façades qui était une laine de roche par rapport au feu et d'un pare-pluie qui nous permettait d'avoir donc l'étanchéité des façades à l'avancement du chantier. Et donc voilà, on a fait un petit peu et tout ce qui était poste des menuiseries, ça a été dans un second temps à l'avancement du chantier pour des histoires de réglage et d'ajustement et d'étanchéité à l'eau. Voilà. Sur la photo suivante, donc on voit un bâtiment assez complexe avec du cintre. Donc ce qui était quand même assez intéressant là-dessus, c'est-à-dire que même les cintres ont été taillés en atelier et tout s'est relativement bien enchaîné avec les jonctions de tout ça. Pour donner une petite idée sur les volumes de bois, dans les murs ossature bois, on a mis en œuvre 330 mètres cubes de bois local, donc Haute-Loire, Forêt-Noire. Ensuite, en CLT, on parlait de plancher tout à l'heure de plus de 16 mètres. On arrivait à sortir donc 1300 mètres cubes au total de plancher et on arrivait à faire 600 mètres carrés jour
à 4 personnes, donc ce qui n'est pas énorme pour poser des planchers. Et à savoir que par camion, les camions avaient à peu près 240 mètres carrés de plancher, voilà, à poser. Sur la photo 24, on voit là, donc tout ce qui est structure poteau-poutre, donc avec des poteaux en l'air, avec pour le lamellé collé 335 mètres cubes de lamellé collé, et pour les parties des bâtiments qui étaient au centre, c'est-à-dire la cafétéria et la restauration et le CDI, pardon, il y avait du LVL aussi en contreventement pour 133 mètres cubes de bois. Là, donc, on voit le bâtiment avec donc les pare-pluies. Les façades étaient déjà protégées, livrées comme ça. On voit bien que les menuiseries allaient à l'avancement et dans la continuité de l'avancement du bâtiment. Pour un ordre d'idée, ce bâtiment-là, donc, qui est le bâtiment A, nous avons mis 7 semaines pour le monter et prêt à étancher. Voilà, donc 7 semaines en R+2 et la surface, M. Pirani pourra nous le donner plus précisément, mais voilà, c'est ce qu'on a à peu près réalisé. Et puis après, juste, oui, on avait fait un gros travail aussi qui nous a quand même permis aussi de gagner du temps au niveau de la sécurité et de la coordination SPS. On avait un coordinateur SPS donc permanent sur lequel on a travaillé en amont sur le projet pour pouvoir lever des CLT en toute sécurité avec des garde-corps qu'on mettait en bas. Et donc la sécurité arrivait d'elle-même, on va dire, en place pour la sécurité des compagnons. Voilà. Donc, je reprends le relais. Donc, on a vu dans les photos précédentes l'utilisation des panneaux CLT sur les planchers. Le projet aussi a utilisé les panneaux pour certains voiles travaillants ou certains voiles porteurs, spécifiquement, par exemple, le contreventement, mais aussi, par exemple, on a certaines façades où il y a des charpentes métalliques qui sont accrochées sur les façades bois. Et le panneau CLT était plus indiqué effectivement pour cette utilisation que le mur ossature bois. On va s'attarder maintenant en fait, aux deux bâtiments centraux du projet. Donc, au centre du projet, on a deux bâtiments dont l'architecture et la conception sont différentes. C'est le restaurant scolaire et le CDI. Le restaurant, c'est un bâtiment qui est à rez-de-chaussée seulement et construit avec des voiles béton et une charpente courbe en bois. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez sous la droite, sur la photo. Vous avez ici donc une vue intérieure. Donc, la conception, si vous voulez, est plus traditionnelle, avec des arbalétriers en lamellé collé, cintrés et des pannes. Donc là, on voit la toiture en bois qui est en cours d'étanchéité, avec les deux trémies des futurs patios végétalisés qui vont éclairer et agrémenter la salle à manger. Et pour épouser les courbes de la toiture, on a utilisé deux couches de panneaux LVL, qui est un dérivé en fait, du CLT, sur des épaisseurs qui sont plus fines. Et donc, ces panneaux ont été posés en deux couches croisées, et ce qui nous a permis de pouvoir en fait, faire un support d'étanchéité courbe pour respecter effectivement la coupe générale qu'on avait dessinée dès le début de la conception. Donc là, vous voyez l'étanchéité qui est en cours. C'est une étanchéité autoprotégée qui est destinée à recevoir une végétalisation avec les contraintes que je vais expliquer plus tard. Donc, en premier plan, en bas, vous voyez donc la toiture du restaurant scolaire qu'on a vu précédemment. Et au fond, vous voyez donc le bâtiment B qui est constitué d'un rez-de-chaussée en béton accueillant des salles des professeurs et un étage en bois accueillant le CDI. La périphérie de l'étage est en mur ossature bois et au centre, la structure est en poteau métallique et surmontée d'arbalétriers en lamellé collé, un peu comme le restaurant qu'on a vu précédemment, permettant ainsi d'avoir un plateau complètement libre pour aménager l'espace de la bibliothèque. Donc là, vous voyez donc, le CDI vu de l'intérieur, une fois la charpente et les panneaux de toiture montés.
donc ce qui génère de beaux volumes. Alors, ensuite, nous avons sous le projet une spécificité, c'est-à-dire que tous les bâtiments en périphérie de la cour et le bâtiment d'entrée ont des rez-de-chaussée, si vous voulez, en retrait, ce qui permet de créer une circulation à couvert en périphérie de la cour. Donc, pour porter les étages supérieurs, on a conçu des poteaux très fins et élancés en béton fibré, ce qu'on appelle BFUP aussi, et qui sont soit porteurs de planchers au rez-de-chaussée en béton, comme vous voyez à gauche, et ensuite surmontés de 2 étages en ossature bois, soit, comme la photo de droite, porteurs directement de la charpente. Alors, juste un petit parallèle, c'est-à-dire que ces poteaux, ils ont été dessinés donc, par notre agence. Donc, c'est une modélisation en 3D qui a été faite dès le stade concours et améliorée ensuite pendant les études. Ça nous a permis en fait, de travailler avec Terrel sur l'affinage des sections et leur calcul structurel. Et il faut savoir ensuite que donc, cette modélisation qu'on a réalisée, elle a été passée à l'entreprise une fois le chantier commencé et ça a permis de créer en fait un mannequin ou en tout cas un patron, si vous voulez, en bois massif qui a été découpé à la machine à commande numérique et ce qui a permis ensuite de faire un moule en fibre pour pouvoir faire le coffrage des différents poteaux. Donc, c'est une petite parenthèse pour dire que le BIM, ce n'est pas que des réseaux. Voilà. C'est qu'à un moment donné, ça peut être utilisé vraiment en structure et notamment pour des ouvrages spécifiques comme ceux-ci. Alors, pour terminer sur ces poteaux BFUP, donc, pour un ordre d'idée, donc, ces poteaux ils font environ 4 mètres de haut. Et la section au bout des 2 branches que vous voyez fait environ 14 cm par 18 cm. Ce qui est vraiment très peu en fait, pour pouvoir porter 2 étages de ces bâtiments. Donc là, vous avez 2 détails structurels. Alors, le premier qui est une coupe sur un étage courant en bois, où on voit donc le plancher au rez-de-chaussée et ensuite le plancher intermédiaire en bois. Et le deuxième qui est à droite, où on voit une coupe sur acrotère et toiture bois. Donc, on voit donc toute la conception, si vous voulez, des façades et des bardeaux en terre cuite que vous voyez en bleu sur les différentes coupes, mais aussi l'intégration, par exemple, donc des menuiseries et des brises-soleil qui sont complètement intégrées à la façade et à l'ossature bois. Lucas parlait tout à l'heure en fait de la résistance au feu. Donc vous voyez qu'il y a 2 épaisseurs d'isolant. Une première épaisseur qui est relativement épaisse et qui est dans l'épaisseur du mur ossature bois, et une côté extérieur qui effectivement permet de faire l'écran thermique pour respecter les T249. Donc sur cette coupe-là de l'étage courant, on voit aussi que les planchers de CNT, on a intégré une chape et un isolant acoustique pour traiter donc, les problèmes d'acoustique de niveau à niveau. Et ensuite, sur la coupe sur acrotère, je vais y revenir après sur la partie étanchéité, mais c'est des complexes qui nous ont demandé beaucoup de temps de conception pour respecter en fait, l'ensemble des contraintes techniques qui nous étaient imposées. Notamment, par exemple, vous voyez qu'il y a 2 couches d'isolant, une couche relativement épaisse en polyuréthane et ensuite une couche plus fine en perlite. Et ça, par exemple, donc, ça a été une des contraintes pour respecter la propagation du feu de l'extérieur vers l'intérieur, donc ce qu'on appelle le bérouf en général, et qui est spécifique justement à l'utilisation en fait, du plancher bois, puisque dans le cas d'un plancher béton, en fait, le plancher béton par nature fait cet écran-là. Donc ça, c'est une vue aérienne du lycée en cours de chantier. Et je vais faire une petite explication en fait, des enveloppes qui sont constituées de la vêture, de l'étanchéité, de la végétalisation et des panneaux photovoltaïques. Et cette conception en fait, a été longue pour nous et a fait l'objet de beaucoup d'allers-retours. Donc, en premier lieu, sur les panneaux photovoltaïques, on a étudié beaucoup de possibilités pour la fixation et l'intégration des panneaux
sur le complexe de toiture et avec les planchers en CLT. Dès le début des discussions, en fait, le bureau de contrôle nous a demandé une compatibilité des avis techniques de tout le complexe de toiture, c'est-à-dire le panneau CLT, l'isolant, l'étanchéité, le support de fixation des panneaux et le panneau en lui-même. Ce qui fait qu'on devait en fait absolument avoir dans tous les avis techniques en fait une relation entre toutes ces couches et qu'elles soient absolument compatibles entre elles. Donc, on a travaillé sur plusieurs procédés et principes, notamment par exemple lestage avec des longues grines béton, des bacs lestés avec des gravillons, mais au final, et en tout cas pour le lycée de Gignac avec ses spécificités, un seul procédé était vraiment indiqué, c'est celui que vous avez sous les yeux, en fait, où c'est des plots soudés directement sur l'étanchéité qui sont support des panneaux. Un instant. Je ne peux pas revenir en arrière. Est-ce que quelqu'un peut prendre la main ou pas? C'est bon. Donc, ensuite, l'autre élément des enveloppes, c'est les toitures végétalisées. Donc, on voit bien notre volonté architecturale de faire rentrer la végétation jusqu'au centre du bâtiment avec, et de ce projet avec ces deux photos, ainsi que la métaphore aux collines du paysage environnant qu'on voit à l'horizon. Et donc, le projet, il cumule plusieurs contraintes en fait, pour la végétalisation. Le premier, c'est un support en LVL, qui est un dérivé donc, du CLT, comme je l'ai dit, des pentes ponctuelles importantes, allant jusqu'à 25%, et une volonté d'avoir une végétalisation fournie, avec des plans allant de 20 à 40 cm environ. C'est-à-dire pas une toundra rase. D'accord ? Et pour cela, donc, on a sélectionné différents procédés et types de végétalisation, et un seul était vraiment compatible, c'est-à-dire qu'on a utilisé une végétalisation qui était précultivée en couleau, et afin de minimiser, si vous voulez, le poids en toiture, tout le travail a été fait pour avoir des couches de substrat qui étaient relativement fines. Et un des moyens qu'on a trouvé, c'est l'utilisation d'un arrosage sous la végétalisation par une nappe d'irrigation, ce qui a permis de réduire en fait l'ensemble du complexe de terre, tout en ayant effectivement une végétalisation qui a des plans relativement hauts. Donc, ensuite, pour la vêture, donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est des bardeaux en terre cuite vernissés qui sont agrafés sur une ossature bois dans le cadre des façades en bois ou une ossature métallique dans le cas des façades en béton. Et on a rencontré finalement un peu les mêmes contraintes, si vous voulez, que sur les complexes de toiture. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il y a peu de fabricants de terre cuite sur le marché. Et à l'époque des études, les avis techniques étaient très contraints en fait, sur l'ossature bois. C'est-à-dire qu'en fonction de la zone géographique et de la hauteur de pose des terres cuites, c'est-à-dire dans notre cas supérieur à 8 mètres, très peu de fabricants en fait, arrivaient et intégraient cela dans leurs avis techniques. Ce qui nous a contraint un petit peu à des dimensions, si vous voulez, et effectivement à des choix de fabricants. Ensuite, donc là, vous voyez donc le bâtiment d'entrée qu'on a vu tout à l'heure en perspective. Donc là, c'est une photo de chantier. Et donc, où on voit la mise en œuvre effectivement de cette vêture, donc, qui fait d'un caméo de bleu et qui s'intègre aux chaînes de montagne gris-bleu qui sont en fond, d'accord, et souligné par des touches de vert marquant l'entrée ou les escaliers, et donc du coup qui intègre complètement le projet dans son cadre naturel. Alors, quelques vues qui sont des vues de chantier, d'accord, parce qu'on n'a pas encore de photos, de reportage photo définitif. Donc là, vous voyez effectivement sur la photo de gauche les coursives à couvert qui sont sur un bâtiment d'enseignement qui font le tour, si vous voulez, de la cour. Une vue depuis la terrasse du CDI qui donne sur la cour. On voit derrière donc, le bâtiment, le restaurant avec sa toiture végétalisée.
une vue plus en avant de la cour qui est elle aussi végétalisée avec 4 grandes jardinières qui sont bordées de bancs. Et ensuite, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, effectivement, les bâtiments donc, sont construits en bois, certes, mais si la structure du bois est très peu visible en définitif, il est largement utilisé dans les parements des circulations qui sont recouvertes de panneaux en bouleau. Donc, vous voyez une circulation de l'enseignement à gauche et une circulation de l'internat à droite. Mais aussi pour l'utilisation des faux plafonds, comme la salle de restaurant, qui est ici, ou le CDI. Donc, on voit la salle de lecture, ici, prolongée à droite par une terrasse panoramique qui donne sur la ville de Gignac. Et en périphérie donc, de cette salle de lecture sont aménagées des salles de travail individuelles qui sont vitrées. Voilà, ça c'est la banque d'accueil et les bureaux de la bibliothécaire. Ensuite, les logements de fonction, c'est 2 corps de bâtiments qui sont en R+1, donc il y a 8 logements de fonction sur le lycée. Ils sont entièrement en charpente bois. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, dès que les contraintes techniques étaient un peu moins importantes, on a laissé le bois apparent en surface des planchers. Je vous propose de voir un film qui a été réalisé par la région Occitanie et qui montre quelques images du chantier du lycée. Luc, je te laisse. Je te remercie. Alors, j'essaie de mutualiser au maximum. Donc, la première question sur le choix des matériaux et des éléments d'ouvrage. Pourquoi les menuiseries n'ont pas été posées en atelier dans les mobs? Pourquoi le choix du CLT n'a pas été assumé jusqu'au rez-de-chaussée? Et pour quelles raisons utiliser de la laine de roche et pas des isolants biosourcés? Benjamin ou Ludovic? Ouais. La première question, je crois qu'elle portait sur les menuiseries, il me semble. Oui, tout à fait. Pourquoi elles n'ont pas été posées en atelier? Ça a été une longue discussion, si vous voulez, entre nous au sein de la maîtrise d'œuvre et aussi de la maîtrise d'ouvrage. Et après, ensuite, on a fait chantier avec les entreprises sur effectivement le fait d'intégrer les menuiseries ou pas en atelier avant livraison sur chantier. Bon, il y a eu plusieurs contraintes. Finalement, les contraintes les plus importantes, si vous voulez, de mettre les menuiseries avant, c'était le risque un peu de casse pendant le transport et le levage. Et ensuite, c'était aussi peut-être un risque de déformation des panneaux avec la difficulté de réglage des menuiseries par la suite. Donc, on a choisi effectivement de monter les menuiseries sur chantier, mais ça s'est finalement très bien passé puisque l'intérêt du macro-lot qu'on a mis en place, il était là.
C'est-à-dire que les menuisiers donc, faisaient partie de ce macro. Et en gros, les murs en ossature bois étaient montés et quelques heures ou quelques jours plus tard, les menuiseries en fait, suivaient juste derrière. Ce qui fait qu'on arrivait très vite à fermer les bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Oui, Après, c'était… Pour compléter le sujet, je crois qu'il y avait aussi pour l'entreprise une difficulté de logistique à mettre en œuvre des menuiseries montées en atelier. C'est vrai que nous, on aurait bien aimé, hein, c'est pour ça qu'on avait échangé et, à de nombreuses reprises pour essayer d'obtenir cette solution-là. Mais on avait bien compris que c'était quand même très compliqué à mettre en œuvre et avec les risques que vient d'évoquer également Benjamin. Également, des questions sur la gestion de l'humidité. Comment comment sont gérées les micro-fuites fréquentes dans les pièces humides et le CLT et plancher, structure horizontale sensible à l'humidité. Est-ce que les bureaux de contrôle valident facilement ces mises en œuvre? Oui, enfin, déjà dans un premier temps, on a très peu de locaux humides, je dirais, en fait, dans les étages. Donc ça, c'est la première des choses. C'est bien pour ça, par exemple, que le bâtiment comme le restaurant scolaire a été construit en béton à rez-de-chaussée. C'est-à-dire que toutes les zones justement qui étaient sensibles et où il y avait une concentration de réseau, en tout cas d'eau, le bois n'a pas été retenu. Une question. Il reste quelques petits locaux, effectivement, où il y a des réseaux d'eau, mais qui sont mineurs. Et dont on sait très bien traiter en fait, l'étanchéité avec des revêtements étanches sur chape, enfin, sous carrelage. Il y avait une question également sur la raison d'utiliser de la laine de roche et pas des isolants biosourcés. Il y a deux raisons. On avait un taux de matériaux biosourcés qui nous était indiqué par le maître d'ouvrage et rien que dans l'utilisation de la structure bois avec les planchers, on le dépassait déjà très largement. Ensuite, elle était plutôt économique à un moment donné. C'est-à-dire que effectivement, la laine de roche étant plus économique, on est parti sur ce principe-là. Merci. Une question, Gilles, tu l'as évoqué tout à l'heure. Une question sur les essences qui ont été mises en œuvre et dans quels produits, et avoir un petit rappel sur les volumes de bois mis en œuvre. Oui, alors s'il te plaît. tout ce qui était bois d'ossature, c'était essentiellement du Douglas pour 330 mètres cubes, donc bois local. Ensuite, j'ai ressorti, c'était 1300 mètres cubes de CLT, donc épicéa, et 133 mètres cubes de LVL, toujours épicéa. Et lamellé collé, 335 mètres cubes de lamellé collé. Ouais. Très bien, merci. Une question pour Jean-Marc par rapport à l'analyse du cycle de vie. Il y a une question, c'était quelle est la destination en fin de vie d'un panneau CLT? Si oui, cette phase est-elle prise en compte dans l'ACV? Alors ça, c'est tout à fait une problématique actuelle. Aujourd'hui, il est considéré que le matériau en fin de vie va se dégrader et donc on ne valorise pas le stockage carbone pendant sa durée de vie. C'est toute la question actuelle de la prise en compte de l'ACV dynamique dans la réglementation qui va se mettre en place en fin 2021. Très bien, merci. Il y a également une question sur un avis technique. Est-il obligatoire d'avoir un avis technique sur les bandes acoustiques ou un ATE suffit? Si c'est de toute façon, il faut un avis technique puisqu'un ATE n'est pas utilisable. Un ATE doit toujours être complété par un DTA, document technique d'application, ce qui lui rendra la valeur d'un avis technique pour être utilisable. Très bien, merci. Il y a une question aussi sur la partie incendie. Comment a été traitée la problématique feu et acoustique sur les cages d'escalier ou ascenseurs? À ce niveau-là, toutes les circulations verticales ont été réalisées en béton. Donc,
notamment pour justement cette contrainte incendie. Donc, comme on l'a vu un petit peu sur les photos, les noyaux de circulation verticale ont été réalisés en béton. Très bien. Il y a également une question sur l'optimisation du process de fabrication sur les chutes. Que deviennent-elles? Est-ce qu'il y a donc nécessité d'une collaboration étroite entre le maître d'ouvrage et la fabrication pour optimiser le montage et les coûts? Qu'en est-il de la maîtrise des coûts? Au niveau du CLT, je ne pourrais pas vous répondre parce que ça, pour le coup, ça se fait en Autriche, là, pour le coup. Concernant tout ce qui est bois, donc pour les murs ossature bois, ça, nous, on a toute une ligne de retraitement. C'est-à-dire que oui, avec tout ce qui est chute de bois, en fait, c'est dans nos ateliers, c'est retraité dans des veines à bois et après, ça va dans un système de recyclage. Je crois que c'est. Alors, ça ne peut pas être utilisé en bois de contreplaqué, etc. Mais par contre, je pense plutôt dans des chaufferies. Voilà, ou sinon, ils font du compost avec aussi. Faut savoir. Très bien. Je te remercie. Une autre question sur la végétalisation, Benjamin. La végétalisation de certains toits est-elle viable avec le climat spécifique et ces épisodes caniculaires? Attendez, j'ai pas entendu le début, excusez-moi, vous pouvez reformuler? La végétalisation de certains toits est-elle viable avec le climat spécifique et ces épisodes caniculaires? Oui, tout à fait. Elle l'est, en fait. Du moment que on sélectionne le bon procédé d'arrosage, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que on a choisi cet arrosage-là qui se fait donc sous les végétaux par une nappe d'irrigation pour ces raisons-là. C'est-à-dire que l'arrosage en surface par asperceur, par serpentin, vous avez, je ne sais plus, un pourcentage énorme, par exemple, de l'eau d'arrosage qui part tout de suite en évaporation, déjà, avant d'arriver aux végétaux. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, de ce procédé-là. Et ensuite, c'est tout l'intérêt, justement, de la végétalisation dans nos climats, c'est-à-dire que ça fait un réel écran thermique, d'autant plus quand l'arrosage est en marche, pour les périodes chaudes ou de canicule. Très bien, merci. Sarah, je peux continuer encore une question ou Allez, une petite dernière et puis ensuite on va conclure. D'accord. On a une dernière question sur le CLT. Donc, quel a été le fabricant du CLT et pourquoi ne pas avoir fait appel à un fabricant de CLT français? Oui, je vais répondre. Donc oui, on a choisi, alors c'est KLH pour le CLT qu'on avait choisi. Et en termes de capacité et de production, on va dire, par rapport à nos consultations, il semblerait que les fournisseurs français, enfin, on avait sollicité essentiellement Picto, n'étaient pas en capacité de pouvoir fournir de tels volumes en aussi peu de temps. Voilà, c'était un petit peu une des raisons pour lesquelles on n'avait pas sollicité des fabricants français. Voilà. Et pour ajouter aussi, pardon, au niveau des avis techniques, et notamment avis techniques en support de toiture, où au moment du lancement, en l'occurrence Picto n'avait pas encore cet avis technique. Donc ça a contribué aussi au choix du fabricant. Parfait, merci beaucoup. Alors, on est désolé, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui par mail et sur le chat. Alors, malheureusement, le temps nous manque pour tout compléter. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer la semaine prochaine un mail avec pas mal de réponses. Du coup, on va faire un mail avec le lien vers le replay qui sera disponible d'ici 7 à 10 jours. On va également vous renseigner tous les liens utiles qui ont été cités durant ce webinaire ainsi que les sites vers l'UICB, FIBOA Occitanie, ainsi que celui du CNDB. Nous allons également vous transférer toutes les coordonnées des intervenants du jour et puis dans un document PDF, vous transmettre les réponses à toutes les questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie grandement en tant que participants d'avoir été nombreux aujourd'hui. On remercie également tous les intervenants pour la qualité de leur contenu aujourd'hui, des échanges. On tient également à remercier l'UICB pour l'initiative de cet événement matinal CLT.
On remercie également FIBOA Occitanie pour la co-organisation de cet événement et puis le Codifab pour son soutien.